Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Dans la série consacrée aux Lumières d'Islam, nous allons consacrer cette matinée à une figure majeure de la littérature et de la poésie du monde arabo-musulman. Ahmed Shawqi, un nom que beaucoup d'arabo-musulmans, mais aussi d'ailleurs, connaissent par le titre qu'on lui a attribué, le prince des poètes. Alors pour en parler, qui de mieux que deux personnes qui connaissent parfaitement et l'homme et l'œuvre. Amina Taha Hussein Okada, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous parler de quelqu'un que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de votre arrière-grand-père. Ali Ben Makhlouf, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, mais vous êtes aussi vice-président, depuis le mois de juin, je crois, vice-président du Comité national consultatif d'éthique. Alors d'abord, Amina Okada, quelles étaient les origines de ce grand poète, ou celui qui va devenir un grand poète? Il est né dans une famille aristocratique en Égypte. Une famille avec des ascendances plurielles. Il avait un ancêtre turc d'Anatolie. Il avait également des ascendants grecs, kurdes, égyptiens bien sûr, et une famille qui était assez proche du milieu khedivial de l'Égypte de l'époque, donc un milieu aristocratique. Comme je l'ai rappelé, vous êtes la petite fille d'Ahmed Shawqi, mais vous êtes aussi et surtout dans le civil, conservateur en chef au musée Guimet de Paris. Ali Ben Makhlouf, très rapidement, qui a été Ahmed Shawqi? Ahmed Shawqi, vous allez commencer par dire le prince des poètes. Et je crois qu'il faut le situer dans ce contexte de la Nahda, de la Renaissance arabe. Et pour moi, c'est un poète épique. On reviendra sur l'épopée qui fut la sienne et comment il a inscrit la poésie arabe dans... Au-delà du patrimoine de l'humanité, je préférerais dire la tradition de l'humanité, c'est-à-dire une poésie qui est en même temps le dépôt de toute l'histoire arabo-musulmane. Alors, sans transition, nous allons tout de suite faire connaissance de ce qu'a été cet homme, Ahmed Shawqi, dans le sujet qui suit. Regardez. Ahmed Shawqi est né au Caire en 1870. C'est un poète et dramaturge égyptien. Il grandit dans un environnement cosmopolite et privilégié. Sa famille est influente et en bonne relation avec la cour du khedive d'Égypte. Il obtient un diplôme en traduction, puis il est envoyé poursuivre ses études de droit en France. Durant près de 4 ans, il étudiera d'abord à Montpellier et ensuite à Paris. Pendant son séjour en France, il est fortement influencé par la lecture des œuvres de dramaturges français, notamment par Molière et Racine. Après avoir obtenu son diplôme d'études juridiques, il rentre en Égypte en 1894. Il devient le poète du khedive Abbas II, qui lui attribue le titre de bey. Bien qu'il ait vécu dans les palais, il ressent les douleurs et les espoirs du peuple égyptien qui endure la présence britannique et qui aspire à la liberté et à l'indépendance. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est exilé en Espagne par les Anglais en 1915. En 1919, la révolution est déclenchée en Égypte. Ahmed Shawqi éprouve une vive nostalgie à l'égard de sa patrie. À son retour en Égypte en 1920, son talent poétique et sa renommée atteignent leur apogée. En 1927, il reçoit de ses pairs le titre de prince des poètes, en reconnaissance de son apport immense à la littérature et à la culture arabe. Il décédera en octobre 1932. Ali Ben Makhlouf, que vous inspire le document qu'on vient de nous voir qui nous présente
la figure, je dirais, complexe, mais aussi surtout cosmopolite de cet homme, Ahmed Shawqi. Oui, je trouve que les vertus du documentaire sont extraordinaires parce que c'est un passé qui est en quelque sorte réactualisé et devenu plus essentiel que le passé et le présent à la fois. Et ce passé-là où on voit un poète d'abord pris dans le voyage, moi je retiens de cela qu'il a été précisément en France, et pris aussi dans une formation générale, parce qu'on nous parle de poésie, mais il a fait des études de droit. Et je crois que c'est un des avantages des formations anciennes, de permettre de véhiculer entre plusieurs disciplines, et je crois en l'hétérogénéité des formations, parce que c'est ça le principe de la création. Il est né en 1862. Quelle était la situation à l'époque de l'Égypte ? Oui, alors bon, sur l'aspect proprement historique, c'est la fameuse Nahda. Je parlerai de l'aspect culturel. Ce que l'on traduit par le mot de Nahda, c'est une forme de renaissance. Et cette renaissance arabe, c'est particulièrement manifesté par le désir et la réalisation de ce désir de traduire les grandes œuvres. Il y a eu un mouvement d'accélération historique, de mise à disponibilité du public arabophone de textes de la grande tradition de l'humanité, et en particulier donc les textes des grands dramaturges. Et je crois que ce moment de traduction est à mettre en relation avec d'autres moments de traduction qu'a connu le monde arabo-musulman, comme le moment du IXe siècle. Il y a comme ça des moments où l'histoire s'accélère par de la traduction. Donc moi je retiens dans cette Égypte de 1862 ce besoin de mettre à disposition de la langue arabe et de ceux qui la pratiquent tout le patrimoine culturel de l'humanité par un engagement à l'égard de la traduction. Amina Taha Hussein Orkada, est-ce que votre famille vous a transmis des récits? Qu'est-ce que vous savez à peu près sur ce qu'a été cet enfant qui va devenir un grand poète? Alors, c'est les quelques récits à caractère familial qui m'ont été transmis l'ont été par ma grand-mère, qui était donc la fille aînée d'Ahmed Shawqi, qui s'appelait Amina, dont je porte d'ailleurs le prénom, et qui était extrêmement proche de son père. Elle avait non seulement une adoration, je dirais, filiale, mais elle avait aussi une vénération, une adulation pour, au-delà du père, l'homme d'exception, le poète hors pair qu'il était. Et donc j'ai été nourrie d'anecdotes, de récits qui étaient transmis avec une immense admiration, une immense affection. Ahmed Shawqi va connaître deux départs, deux grands voyages. Le premier, il était volontaire car il est venu en France, à Montpellier et à Paris, où il a passé à peu près 3 ans, où il va étudier le droit. Le deuxième voyage, mais cette fois-ci il était obligé, car il était exilé en Espagne, en Andalousie, pendant 5 ans. Quelle a été l'influence politique sur Shawqi à ce moment-là? Il a fait plusieurs poèmes autour d'Al-Andalus. Et pour lui, ce voyage qu'il a effectué là-bas fut en même temps une façon, peut-être fuyez-vous une chose et c'est un bonheur pour vous, il en a fait son miel. Il en a fait son miel, ce voyage en Espagne, puisque finalement cette Espagne où il a été exilé, c'est en même temps une Espagne où s'est déposé quelque chose de la mémoire arabo-musulmane. Et donc du coup, il va se mettre dans un travail de restitution de ce Ritha al-Andalus, cette nostalgie, pas au sens d'un retour, mais au sens d'une résurrection de la mémoire andalouse médiévale par cet exil forcé auquel l'ont forcé les Britanniques. Amina Taha Hussein Orkada, sous l'homme poète, il y avait aussi l'homme public, l'homme qui était très sensible aux souffrances de son peuple, car à un moment donné, petit à petit, il va devenir un peu la caisse de résonance de ce peuple égyptien. Quel a été, je dirais, le lien entre les deux personnages, à la fois poète, mais aussi en public? Le lien était consubstantiel. Il a toujours dit, toujours écrit, toujours revendiqué le fait que ses poèmes, à travers les mots qui jaillissaient de lui pour donner forme à ses combats ou à ses émotions, étaient au fond la voix de son peuple qu'il entendait et qu'il restituait
à travers un verbe éclatant. Donc il y a toujours eu effectivement chez cet homme une écoute de ce qui se passait autour de lui, non seulement de son peuple, mais au-delà de son peuple d'ailleurs, d'une bonne partie du monde arabe, dont il pensait, à tort ou à raison, qu'il était le chantre et l'écho. Son exil en Espagne va d'une certaine façon l'amener à renouer avec une autre tradition qu'on ne lui connaissait pas au début, qui est l'islam. Puisqu'il va s'intéresser beaucoup à l'histoire, à tel point qu'il va produire beaucoup de choses. Alors, dites-nous un mot là-dessus, justement. Moi, je suis sensible à ces poésies qui joignent ensemble les prophètes, Moïse, Jésus, Mohammed et Socrate. Vous avez dans un même poème ces figures-là. La poésie arrive à cette intégration par le fini de sa composition et par les vers choisis de pouvoir intégrer ces figures-là. Également, puisque vous parlez de l'islam, la manière dont il considérait que les enseignants, l'éducation, vous savez, dans cette Égypte que vous évoquez depuis tout à l'heure du début du XXe siècle, l'éducation est la première partie, au sens de la principale partie. La deuxième partie, l'éducation. La troisième partie, l'éducation. Il n'y a que l'éducation. Et dans cette éducation, vous avez ce vers « Kada al-mu'allimu an yakuna rasulan ». Kada al-mu'allimu an yakuna rasulan, l'enseignant, le professeur est presque un prophète. A failli devenir un prophète. Voilà. Il y a une proximité de la transmission prosaïque, profane, avec la transmission qui a été un moment du sacré. Je crois que c'est un point très très important. Également, ce vers que je voudrais lire d'abord aussi en arabe. Amantu billahi alladhi azza sha'nuhu wa amantu bil ilmi alladhi azza talibuhu. Autrement dit, j'ai foi en Dieu le glorieux et j'ai foi en la science et en celui qui la poursuit. Et vous avez toujours cette conjonction entre l'inspiration musulmane et la recherche de la connaissance et de ceux qui servent la connaissance comme lui précisément. Excellente transition justement pour parler surtout de l'œuvre qui est considérable. Ahmed Shawqi nous a laissé un héritage extrêmement important. Voyez d'abord avec nous ce document qui nous restitue l'œuvre d'Ahmed Shawqi. Regardez. Ahmed Shawqi est considéré comme l'un des pionniers de la littérature arabe moderne. Il est l'auteur de l'œuvre poétique la plus importante du mouvement littéraire arabe du début du XXe siècle. Son œuvre peut être répartie en 3 périodes principales. La première période coïncide avec son emploi à la cour d'Égypte, où il écrit pour le khedive Abbas II. La seconde période correspond à son exil en Espagne en 1915. Pendant 5 ans, il découvre la civilisation andalouse et son patrimoine arabo-musulman. Son sentiment de nostalgie et d'aliénation oriente son talent vers la composition de poèmes patriotiques sur l'Égypte et le monde arabe. La dernière période commence à son retour d'exil en 1920. Il s'intéresse à l'Égypte antique et à l'histoire de l'islam. Il se rapproche du peuple et s'intéresse à la condition de ses concitoyens. Il est le premier écrivain arabe à avoir écrit des pièces de théâtre poétiques, lyriques, telles que Majnoun et Leila, le fou de Leila, ici chanté par Asma'an et Mohamed Abdel Wahab. Ces poèmes sont dès le début reconnus comme des chefs-d'œuvre. Ils sont regroupés dans le recueil Les Shawqiyettes en plusieurs volumes. Il est l'une des figures de proue de la Nahda, la renaissance de la littérature arabe après des siècles de sommeil. Plusieurs de ses œuvres poétiques, dont des poèmes religieux, ont été mises en musique et interprétées par de grands chanteurs tels qu'Kalsoum et Mohamed Abdel Wahab, qui le chanta dès le début de sa carrière.
Ahmed Shawki laisse une œuvre considérable. Retour sur le plateau avec nos deux invités, Ali Ben Makhlouf et Amina Taha Hussein Okada. Ce document restitue un peu l'essentiel de ce qu'a été la carrière poétique et intellectuelle d'Ahmed Shawki. Vous-même, vous avez été imbibé, marqué par cette poésie de votre arrière-grand-père? Oui et non. Oui et non parce que j'ai quitté l'Égypte assez jeune pour venir en France. Par conséquent, certains liens se sont distendus, certains liens familiaux. Et je dois dire que non, je ne connais pas si bien que ça, au fond, l'œuvre, notamment l'œuvre dramatique d'Ahmed Shawki, davantage l'œuvre poétique. Ali Ben Makhlouf, dans ce document, nous avons vu justement la production littéraire, intellectuelle de ce grand poète. Et on a l'impression, et plus qu'une impression, qu'il a réussi un dosage extrêmement subtil entre le patriotisme égyptien et l'identité musulmane. Ce mélange-là, chez Shawki, pour vous, est un élément constitutif de sa personnalité? Ah oui, je vous remercie beaucoup pour cette question parce qu'elle me semble importante, parce que très souvent, on ne comprend pas très bien ce que vient faire le patriotisme dans un travail de création. Et comme on a restitué depuis tout à l'heure tout de même la base contextuelle qui est celle de l'Égypte de l'époque, le patriotisme par un poète a un sens dans le cadre d'une résistance, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une menace sur l'Égypte. Et du coup, le patriotisme a un sens si mon pays est en danger. Mais il n'a pas un sens si je suis là juste pour glorifier et faire un hymne à quelque chose de stabilisé. Et je crois qu'il faut le distinguer fortement du nationalisme, le patriotisme, parce que là, c'est juste limiter l'inhumain d'une occupation britannique. Quand vous dites dosage subtil de ce patriotisme et de la création littéraire, je crois qu'il est très important dans cette Égypte d'avoir donné toute l'épaisseur qu'il a cherché à donner par les figures aussi dissemblables que cela pouvait sembler être, mais qui finalement arrivent par la création littéraire à devenir homogène. Cléopâtre dans la dramaturgie, Majnoun, Leïla, bien évidemment, le Antar, la légende. Tout à l'heure, on a parlé des figures philosophiques. Il y a les figures prophétiques, il y a les figures mythiques. Et arriver dans un poème et dans une série de poésies à coupler le mythologique, le légendaire, l'historique, le philosophique et le prophétique, c'est véritablement un travail de composition qui fait que, effectivement, la figure mérite d'être revivifiée aujourd'hui. Amina Okada, vous avez dit tout à l'heure que vous avez quitté l'Égypte très jeune. Est-ce que cette spiritualité, vous l'avez ressentie, vous l'avez vécue comme un héritage transmis aussi par ce grand poète Ahmed Shawki? Oui, incontestablement, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. J'étais très proche de ma grand-mère maternelle et elle cultivait avec ferveur la mémoire de son père. Et donc, elle m'a effectivement nourrie de cette ferveur et de cette admiration. Donc, incontestablement, j'en ai été marquée. Tous les souvenirs des voyages entrepris par Ahmed Shawki et sa fille, ou ses fils d'ailleurs, en Europe ou ailleurs, m'était narré dans le détail et là aussi le souvenir en était cultivé voilà, ce sont des choses qui effectivement m'ont habité pendant toute mon enfance et une bonne partie de ma jeunesse. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était un patriote, poète ou un poète patriote. Un des moments peut-être les moins connus de la personnalité de Shawki, c'est ce retour à l'héritage musulman. Oui. Et il va donc même commettre, si j'ose dire, une des plus belles odes au prophète qui est Nahj al-Burda, immortalisée par l'astre de l'Orient, Kaltoum, mais aussi il a écrit un ouvrage sur l'histoire de l'islam et du monde arabe. Oui. Alors, justement, dites-nous, quelle est la place de cette tradition musulmane dans l'itinéraire d'Ahmed Shawki? Alors, je prendrai deux exemples. L'exemple de cette sourate 55, Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan. Allamahu al-Bayan, c'est une sourate qui commence par Dieu miséricordieux. Il a créé l'homme.
et il lui a montré en quelque sorte la connaissance, allamahu al-bayan, l'évidence, la connaissance. Le bayan est un mot qui indique aussi bien l'évidence que la démonstration que la connaissance. Eh bien c'est cela, comment le religieux est porteur d'un projet de connaissance. Et lui a en quelque sorte repris ce début de la sourate 55 et il en a fait en quelque sorte un projet de ce point de vue-là. Je citerai un autre exemple, l'exemple du mois de Ramadan. Il a un poème qui s'intitule le retour de Ramadan, parce qu'effectivement c'est cyclique. Et nous, on associe Ramadan au jeûne, on associe au Ramadan. Eh bien, il associe à la fête. Et là, il retrouve les autres traditions au-delà de l'islam, qui ont toutes les traditions du monothéisme, qui connaissent toutes le jeûne, en disant effectivement, on jeûne en vue d'une fête. Et, dit-il, Dieu pardonne les péchés. Et dans un vers magnifique, il y a un vers où il dit il pardonne aux péchés jami'an, il reprend l'expression coranique. Et dans l'autre verset, que dit-il? Il dit à supposer qu'il reste encore des péchés à pardonner. C'est-à-dire qu'il y a une miséricorde au-delà de la miséricorde qui est effet de style, bien sûr, effet de poésie, et cette façon, effectivement, ce n'était pas du tout évident d'inscrire la poésie dans l'historique de la transmission prophétique, puisque certains, une autre tradition, a toujours voulu en quelque sorte éloigner les poètes du texte sacré, alors que le texte sacré est rythmé, versifié, et lui-même en éléments formulaires. Et c'est cela, si vous voulez, si j'avais à répondre à votre question, c'est s'approprier et incorporer le patrimoine musulman en le mettant en ode, en scansion, en hymne, pour qu'il soit mémorisé en somme. Alors, Amina Okada, cet héritage dont parle à l'instant Ali Ben Makhlouf a non seulement été écrit par Ahmed Shawqi, mais il a été chanté, les mélopées, les mélodies d'un Mohamed Abdel Wahab, Kaltoum, parce qu'ils ont chanté justement ce que Shawqi a écrit. Mais c'est un immense poète que les Arabes connaissent aujourd'hui. Vous avez été marqué par cette musique? Oui, par ses chansons et ses poèmes chantés, bien sûr. Il a rencontré, je crois, en 1924, Mohamed Abdel Wahab à Alexandrie. Il était très jeune, Abdel Wahab. Oui. Il était un adolescent. Absolument. Et ils étaient inséparables ensuite. Ils fréquentaient constamment la grande maison de Gizeh. On les voyait toujours ensemble. Il était de toutes les fêtes. Et effectivement, il n'a pas peu contribué, certainement, à la vie et à la survie des vers de Shawqi. Vous-même, Ali Ben Makhlouf, oui. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Moi, je retiens du fait qu'on a parlé de l'importance de la poésie. La gloire de Shawqi, c'est les Shawqiyettes, c'est-à-dire le fait que son nom est devenu un nom commun et non plus un nom propre, et que l'on puisse le chanter sans même le connaître, c'est-à-dire qu'il est devenu patrimoine anonyme des Arabes. Et l'anonymisation, beaucoup chantent Kaltoum et à travers elle Shawqi sans savoir que c'est Shawqi, parce qu'ils pensent que l'interprète est lui-même auteur. Mais Kaltoum a été surtout interprète et pas auteur. Et là, vous restituez l'auteur, mais la réussite de l'auteur, c'est aussi de se faire oublier en étant approprié par tous. Il était tellement immense que ses collègues, ses amis, ses confrères, les poètes, vont le baptiser, vont le nommer vers la fin des années 20. En 1927. 1927. Le prince des poètes. Le prince des poètes. Pourquoi? Est-ce que cette appellation consacre l'homme, le poète, le patriote, l'ensemble? L'ensemble, certainement, mais il disait qu'il était plus fier d'être le poète de l'islam que le prince des poètes. Il est à la fois le patriote, le poète, mais aussi le musulman, qu'il n'a jamais caché d'ailleurs. Mais vous savez, c'est extraordinaire parce qu'en écoutant ce que vient de dire là Aminata Hussein Okada, c'est le fait qu'il a été totalement dans la continuité et le passage du relais. Parce que lui-même avait dit d'Aristote, dans un poème qui lui rend hommage, c'est Melik al-Uqul, le roi des esprits. Et il avait dit d'Aristote qu'il était le roi des esprits parce qu'il fut lui-même Sheikh Ibn Rushd. Il fut le maître d'Averroès. Alors nous avons un maître d'un prince
c'est ça la tradition de l'humanité. Que gardez-vous d'Ahmed Shawqi en tant qu'arrière-petite-fille de cet immense poète Amina Okara? Le souvenir de la maison où il a vécu, qui jouxtait celle où j'ai passé les premières années de ma vie, donc au Caire, à Gizeh. J'ai joué dans le jardin qui était le jardin de la maison d'Ahmed Shawqi, avant qu'elle ne devienne un musée comme aujourd'hui, c'est le cas. J'ai donc beaucoup de souvenirs dans cette belle maison qui elle-même regorgeait de souvenirs et de témoignages de toutes sortes. C'est un pan de ma vie, un pan d'une enfance qui ne se laisse pas facilement oublier. En quoi il est une référence pour le monde qui est le nôtre aujourd'hui, à travers cette personnalité qui était la sienne? On n'a pas assez évoqué le Nil, vous venez de parler des jardins, c'est-à-dire le fait d'avoir eu une vision au-delà de l'homme, de l'endroit, de l'univers que l'homme habite. Le fait d'inscrire l'homme dans quelque chose, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les êtres non conventionnels, l'air, les fleuves, les rivières, le qamar, la lune, c'est ça l'univers. On dit l'univers des poètes, mais en fait c'est parce qu'eux savent l'observer. Mais nous pouvons tous observer ce que l'écologie cherche à mettre à la mode aujourd'hui et qui est l'univers que nous habitons. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur cet immense poète, cet homme qui est plus que jamais moderne, actuel, à travers justement l'œuvre, mais aussi l'homme qui a été. Alors pour compléter, je dirais, cette œuvre, il nous faut des heures et des heures pour parler d'Ahmed Shawqi, mais l'émission est une façon de donner goût aussi, afin d'aller le connaître mieux. Alors de vous, Ali Ibn Makhlouf, l'identité, une fable philosophique, on n'est pas très loin de notre sujet. Hein. Tout à fait. Aux éditions PUF. Oui, parce que je parle de l'épopée, et il était pour l'épopée. Eh bien, Al-Farabi, philosophé à Bagdad au Xe siècle, présentation des dossiers par vous, Ali Ibn Makhlouf, traduction par Stéphane Dibler et glossaire par Pauline Koch. Alors, c'est Al-Farabi qui est une des grandes gloires de la pensée philosophique islamique. Aux éditions Essai, de vous, Ali Ibn Makhlouf, c'est de l'art. On y était. Oui. Et on peut dire que Shawqi, c'est de l'art. Ah, tout à fait, avec les guillemets qui s'imposent. C'est donc un tissage, désigne cinéma et littérature. Vous réfléchissez sur beaucoup de sujets. Ce livre est publié aux éditions DK. Amina Taha Hussein nous a ramené ce cadeau. Suzanne Taha Hussein, avec toi, de la France à l'Égypte, un extraordinaire amour, Suzanne et Taha Hussein, 1915-1973, aux éditions du Cerf. C'est aussi toujours une saga familiale où effectivement on retrouve un peu en arrière-fond toute cette famille, surtout une époque. Et dans laquelle Shawqi est évoqué à plusieurs reprises. Ahmed Shawqi, évidemment, il est évoqué aux éditions Le Cerf, collection d'histoire à vif. À la découverte de la littérature arabe du VIe siècle à nos jours, de Heidi Toel et Katia Zakaria aux éditions Flammarion, il y a tout un passage sur ce moment justement de la poésie et surtout le temps de Hafid Ibrahim. On n'en a pas parlé, il était un peu le contemporain d'Ahmed Shawqi, mais aussi de la poésie d'Ahmed Shawqi. Alors, Ahmed Shawqi, l'homme et l'œuvre, c'est une monumentale biographie d'Antoine Boudot-Lamotte aux éditions Damas en 1977, l'Institut français de Damas. Et puis, vous en avez parlé tout à l'heure, Shawqiyat, c'est véritablement l'œuvre majeure d'Ahmed Shawqi, du prince de la poésie. C'est un magnifique ouvrage qui nous montre la dimension poétique de Ahmed Shawqi. Merci infiniment de nous avoir rendu visite et de nous avoir parlé de cet immense poète. Merci à vous. Vous pouvez toujours aller regarder plusieurs fois cette émission, Shawqi le mérite amplement, sur donc France 2 en allant dans la rubrique Les chemins de la foi et vous cliquez sur l'émission Islam. Quant à nous, nous vous souhaitons une très très bonne journée dimanche, excellente semaine et nous vous donnons rendez-vous ici même dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. اللهم صل وسلم وبارك